qui touche plutôt celui qui va accepter ou solliciter cet avantage. Dans nos sociétés, on sait que c'est des faits qui sont très répandus, tellement répandus que on a l'impression que c'est quelque chose de normal et on a même le réflexe par moment de proposer le billet alors même qu'on ne nous l'a pas demandé, tellement c'est ancré dans nos gènes et dans nos habitudes. C'est ce regard-là que tu portes. Non, l'idée en vérité, l'idée derrière cette vidéo-là, c'est vrai que j'ai parlé de corruption, mais il y avait une volonté différente que je n'ai pas réussi à exprimer lors de cette vidéo. C'est une question que je me pose toujours, d'essayer de savoir si le peuple est conscient de sa capacité à mieux faire ou pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire fort dégage. C'est facile de dire Paul Biya va-t'en. Tu es un corrompu, tu es un dictateur, tu es un manipulateur, tu as détourné les fonds, bref, c'est facile. Mais si on te met à sa place, est-ce que tu peux faire mieux avec les mêmes tentations? Je l'ai dit au début, il existe des sommes que nous n'avons jamais vues. Il existe des propositions que nous n'avons jamais entendues. À la tête, au sommet de la pyramide, on a une vue qu'on n'a pas quand on est tout en bas. Nous sommes tout en bas. Nous ne savons pas ce qu'il y a tout en haut. Nous n'avons pas conscience de comment on peut voir le monde lorsqu'on est au sommet du Burj Khalifa à Dubaï. Nous n'avons pas conscience de cette chose-là. Vous n'avez pas conscience des propositions ou des avantages que peut recevoir un président de la République. Maintenant, la question est de savoir, juste en partant du principe qu'on pouvait s'imaginer à sa place, qui ici est sûr qu'il ne changera jamais, qu'il restera toujours fidèle à lui-même, qu'il ne se laissera jamais corrompre? Qui peut le promettre envers et contre tous? Moi, je dirais moi, mais le dire reviendrait à faire croire que ce n'est pas possible. Parce que en vérité, je pense que c'est quand on le dit pas que on peut l'être. Mais quand on le dit, je me suis posé la question en préparant cette question, parce que évidemment, il faut toujours se mettre à la place de celui qui va répondre. Et c'est ce que j'ai fait pour toutes les questions que je te pose ce soir. Donc, la question que tu poses à travers ce tweet, puisque tes tweets, la plupart, c'est des questionnements que tu imposes aux gens qui viennent regarder les posts. Donc, je me suis dit, est-ce que moi, je suis corruptible? Et j'ai cherché jusqu'à combien je pouvais accepter pour être corrompu. Et en vérité, il y a pas de somme, parce que tout dépend de la circonstance, tout dépend de la situation dans laquelle tu es ponctuellement, tout dépend de combien tu as besoin. Et après tout ça, il y a la morale, il y a l'éthique. Et quand je me suis regardé, j'ai dit, mais non, je peux pas accepter ça. Je ne peux pas être un corrompu. Pour rien au monde, je ne voudrais être incorrompu. Mais je sais que chez nous, par exemple, quand tu passes la frontière, notamment entre le Bénin et le Togo, tu donnes toujours une pièce côté togolais, pas côté béninois. Parce que chez eux, c'est une pratique qui existe depuis toujours et qu'ils ont maintenue. Au Bénin, ça a été éradiqué, aboli. Donc, ça n'est plus toléré. Mais au Togo, ça existe encore. Il arrive que à certains endroits, tu aies le réflexe donc de corrompre l'agent en face de toi. Ça fait partie des règles. Après, dans l'autre sens, est-ce que je serais prêt à recevoir peut-être 1 milliard de francs CFA pour ne pas faire quelque chose que je fais qui pourrait nuire et qu'on me demanderait d'arrêter? Je pense résolument que non, je pourrais pas accepter, parce que ça serait évidemment dénigrer la personne que je suis
et renier mon ma vision, mon caractère, mon idéologie et tout simplement ma moralité. Donc, effectivement, on peut être corruptible. Et je pense que tous les êtres humains sont corruptibles. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que je passe le pas ou pas? Et ce n'est pas la même rhétorique. Alors, Messan, je me permets de t'apprendre ce petit Oh, mais moi adage. aussi, je vais ajouter quelque chose après. Je me permets de t'apprendre cet adage qui te fera, j'espère, assez réfléchir d'un, d'un vieux sage qui disait, il faut toute une vie à un homme pour apprendre à se connaître. Et il faut plus encore pour un homme afin d'apprendre à connaître autrui. Il faut toute une vie pour un homme pour essayer de se connaître lui-même. Et il faut plus encore pour qu'il apprenne à connaître quelqu'un d'autre. Il y a encore mieux, frère Mani Congo, on dit de l'être humain que même s'il pouvait vivre jusqu'à 200 ou 300 ans, il n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'un homme peut faire dans sa Non, vie. mais ça, moi aussi, je vais me permettre de renchérir en disant que, vous savez, l'humain est l'objet d'étude le plus complexe à étudier des sciences sociales. Hein, donc voilà. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. Il y a ta joueur qui voulait parler. Et Tavio, tu voulais parler ou quoi? Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je ne savais pas que c'est à moi que vous parlez. En fait, pour la question concernant la corruption, il faut savoir que chaque personne a une éducation donnée. Il y a d'autres, c'est pas l'argent qui les influence. Il y a d'autres, quelle que soit leur souffrance, préfèrent garder leur dignité. Et surtout, à travers certaines épreuves, d'autres s'en fichent comment dit-on, avec ce qu'on appelle argent. Donc, chacun est, comment dit-on, maître de sa conscience. Ce que moi, personnellement, j'ai vu dans la vie, me dit que l'argent ne résout pas tout problème. Quand je suis venu tout à l'heure te poser la question de savoir ces francs-maçons, ces gens-là qui sont dans les loges avec tout le luxe, tout ce qu'ils ont à leur portée, finalement finissent leur vie dans des maisons de retraite. Vous avez souri. Si vous avez souri, c'est parce que de toute leur vie, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils finissent leur vie dans une maison de retraite, raison pour laquelle ils couraient derrière le prestige, l'argent, l'honneur, tout ce qui peut se rapprocher de l'argent. Mais c'est pour leur dire finalement que l'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes de la vie. Si tu es corruptible à certains niveaux, il y a certaines personnes, sans te mentir, l'argent ne leur dit rien. Peu importe la souffrance, peu importe ce qu'ils traversent, peu importe les épreuves, les difficultés auxquelles ils sont passés, ils préfèrent vivre dans cette dignité-là plutôt que de se faire corrompre en quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Chacun a ses épreuves de vie. Et tout le monde le traverse, mais pas de la même manière. Ça dépend de la conscience de tout un chacun et de l'éducation surtout de tout un chacun. Surtout, de la traversée de tout un chacun. Chacun a son parcours de vie, raison pour laquelle tout le monde peut traverser ça de différentes manières. Merci beaucoup, Monsieur Mani. Alors, Qu'est-ce que tu en penses? pour ma part, je ne suis pas programmé pour concevoir le bon dans le cœur de l'homme. Moi, je suis programmé pour être quelqu'un de spécialement méfiant, de voir le mal dans le cœur de tout un chacun. Je ne suis pas un optimiste, en fait. Parce que l'optimiste, ça entrave les stratégies. Il faut partir de l'hypothèse où tout est noir et aller chercher le blanc. Quelqu'un qui voit la vie en rose ne sera jamais lucide. Moi, je pense que les gens ont un prix. Que si vous devez être corrompu, il y a toujours un moment, un instant T dans votre vie où vous allez avoir ce moment de faiblesse et vous serez choqué
de devoir accepter certaines choses. Laissez-moi aller dans le vulgaire et dans le sauvage. Ces femmes qui ont décidé de vendre leur corps pour avoir un poste, pensez-vous qu'elles ont été éduquées avec cette mentalité-là? Pensez-vous qu'elles-mêmes imaginaient quelque temps auparavant pouvoir en arriver là? Elles ont été contraintes par une situation donnée. En fait, même cette personne qui va faire un homicide, cette femme qui va finir un jour par ôter la vie à son époux, pensait-elle le jour où elle l'a rencontré, le jour où elle s'est mariée avec, pensait-elle qu'elle allait un jour en arriver là? Non. Il y a des choses de la vie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut toute une vie pour apprendre à se connaître. On ne se connaît pas vraiment. Des fois, lorsqu'on est confronté à certaines situations, on réagit de façon complètement opposée que ce qu'on avait prévu. Moi, j'ai vécu des choses où je me suis trouvé profondément lâche, là où je pensais être extrêmement courageux. J'ai vécu des choses où je me suis trouvé extrêmement courageux, là où je pensais être extrêmement faible. Bref, je me surprends moi-même. Donc, on ne se connaît pas tant que ça. C'est bien beau de partir sur le principe qu'on a une vision du monde, on a une éducation, etc. Mais je vous assure que tous les meurtriers n'ont jamais imaginé un jour pouvoir commettre des meurtres. Tous les voleurs n'auraient jamais imaginé un jour devoir voler. Toutes les prostituées n'ont jamais rêvé d'être dans cette voie-là. La vie est surprenante. Il faut toujours avoir la modestie de laisser cette possibilité de se dire, on verra. Donc moi, s'il fallait que je réponde à cette question, est-ce que je suis corruptible? Je dirais on verra. Je ne pourrais jamais dire non. Je n'ai pas été éduqué pour voler ou détourner des fonds, mais je sais que celui qui va répondre à cette question à l'instant T, ce n'est pas le même homme que celui à qui on viendra faire des propositions dans 5, 10 ou 20 ans. Tu laisses la porte ouverte au régime de foire. Hein. Voilà. Il faut être lucide. Tu laisses la porte ouverte au régime de foire. Hein. Eux, ils sont prêts à dépenser des milliards pour corrompre les gens. T'as vu? Ouais. À défaut d'être optimiste, on pourrait être optimiste réaliste, un peu comme moi. Ça permet de garder une certaine approche, je dirais, quelque peu positive. Quand on parle en commentaire. Makanda, C'est qui? tu connais pas? Non. C'est un de nos frères, hein, un leader dans la lutte togolaise, qui a son mouvement, le train de la liberté. Peut-être as-tu entendu parler du train de la liberté? J'ai vu sur le logo de la femme qui était montée tout à l'heure. Ok. Effectivement. Donc je disais, oui, on pourrait être un optimiste réaliste. Hein, c'est celui qui est conscient aussi de la situation dans laquelle il est et qui peut par moment reprendre le dessus si tant est que il se laisserait tenter. Et pareillement de l'autre côté, il peut reprendre le dessus si tant est que il voit qu'il se laisse trop aller d'un côté ou d'un autre. Mais en réalité, moi, je suis plutôt d'avis à penser que tout le monde est corruptible. Mais la vérité, c'est est-ce qu'on l'est? Est-ce qu'on l'est? Tout le monde est corruptible, mais est-ce qu'on l'est? Moi, je verrai le jour où je me retrouverai devant le cas de figure si je suis corruptible ou pas. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait mentir que de dire que on n'est pas corruptible. Tous les êtres humains le sont par essence, mais est-ce qu'on l'est de facto? Ça, c'est une question que chacun devra répondre. Si quelqu'un a déjà été corrompu, il peut lever la main, il n'y a pas mort d'homme. Et celui qui dit qu'il ne sera jamais, alors moi je mets 3 points d'interrogation, wait and see. Cher frère Mani Congo, tu dis, je caricature un peu tes propos, hein, lorsqu'on combat un dictateur, il nous voit comme des idiots. Et en soi, c'est parce qu'on manque d'informations. Quel genre d'informations? T'abuses, je l'ai dit dans la vidéo en plus. Encore une fois, là aussi, bon, j'ai eu un hook qui est assez sévère.
Mais des fois, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix parce que il faut choquer les gens. Donc, le dictateur nous voit comme des idiots. Bah, effectivement, parce que moi, je me mets dans sa peau de grand narcissique et tu vois, gesticuler sur les réseaux sociaux, prétendant préparer ta chute alors qu'ils ne savent pas grand-chose de toi, de ton système, de tes alliés, de tes point d'appui, ils n'ont absolument aucune connaissance et ils veulent te faire tomber. C'est mignon en fait, c'est mignon, ils sont là, ces petits idiots, ils jacassent. En fait, c'est d'un ridicule qui ne dit pas son nom. Vous pouvez pas essayer d'aller vous attaquer à un arbre, le déraciner complètement, sans savoir jusqu'où s'étendent ses racines, enfin voilà, vous connaissez pas la robustesse de cet arbre. C'est ridicule. Il faut des informations pour se battre. Il ne s'agit pas juste d'avoir la volonté ou l'énergie, il faut des informations. Tu dois connaître ton ennemi. Connaître ton ennemi, ça ne veut pas seulement dire connaître son nom ou son visage, mais c'est de savoir sur quoi il compte, quelles sont ses attaques, quelle est sa plus puissante attaque. Voilà, c'est un peu comme dans les mangas. Tu dois savoir que lui, voilà, il maîtrise telle technique, etc. Donc tout ça, il faut le comprendre. Et j'ai terminé ma vidéo en disant, mais n'essayez pas de comprendre la personne en elle-même, essayez de comprendre le système dans lequel il vit. Surtout au Togo, il faut savoir que le système n'a pas été créé par le président actuel. C'est un système il fait tourner, mais c'est pas lui qui l'a créé. Il a peaufiné certaines choses. La France-Afrique. Deux. La France-Afrique, le système de la France-Afrique. Non. Pas forcément. Pas forcément le système de la France. En fait, quand je parle du système, c'est... Par exemple, il faut savoir que les systèmes en Afrique, dans des pays dans lesquels où la dictature règne, ce sont des systèmes où il est facile de perpétuer le tribalisme. Il est facile de perpétuer la corruption. C'est-à-dire que même si vous faites tomber le président actuel, il est facile que la personne qui remplace continue à vous faire vivre la même chose. C'est ça que... Parce qu'en fait, il y a un système en arrière-plan qui est favorable à ces choses-là. Donc, il faut détruire le système. C'est comme détruire la mer pour un poisson. Donc, au lieu d'essayer d'exterminer le poisson, détruire son écosystème. De sorte à ce que lui, en tant que tel, il foute le camp, mais pour ne pas permettre à la prochaine personne de venir, ne serait-ce que réanimer ce que vous avez endormi. J'ai dit à cette dame-là qui était montée tout à l'heure sur le live que un président qui prend le pouvoir peut permettre au peuple, à un moment donné, d'oublier toute forme de tribalisme et d'aller de l'avant. Donc, un président a la capacité de faire la réunification d'un peuple, mais il s'avère qu'un autre gars qui prendra sa place peut faire rétrograder le pays. Parce qu'il va recréer le système qui était à la base justement de l'expansion de ce tribalisme-là. Donc il faut couper toute forme de système. Il faut vous attaquer à ce qui fait vivre les abus en ce moment. Donc dorénavant, on fait en sorte d'avoir des institutions solides, on fait en sorte d'avoir des juges honnêtes, on surveille par exemple les ministres, bref, il faut qu'il y ait une traçabilité sur tout. Toutes ces choses où les dossiers sont signés en coulisses, il n'y a pas de traces, tout ça, ça doit tomber. Donc c'est tout un système en fait qui doit s'écrouler. Ça, c'est avec. Mais Malik Congo, est-ce que tu sais que le système que tu décris, sans forcément le nommer, c'est justement la France-Afrique. C'est ça qui sévit dans les pays francophones ex-colonisés. C'est ce système-là qui promeut la corruption à tous les niveaux, qui fait que les peuples n'ont pas leur mot à dire. C'est ce système-là qui instaure aussi les dictateurs, et c'est ce système-là qui permet aux dictateurs de faire tout ce qu'il fait sans être jamais inquiété. Ne te semble-t-il pas quand même bizarre que les Occidentaux
n'appelle jamais des dirigeants comme Faure Gnassingbé, comme Paul Biya, comme Alassane Ouattara, des dictateurs, des putschistes, alors qu'ils appellent des putschistes et dictateurs les dirigeants de l'AES. Oui, effectivement, c'est bizarre, mais moi je considère l'Afrique comme un grand garçon. Je pense que je peux parler de l'Afrique sans essayer de me concentrer sur les Occidentaux. Donc, j'essaye d'aller droit au but en n'essayant pas de me dire que la France est derrière ceci ou cela. Même si c'était le cas, le système, il existe. Il est mis en place. Ça, c'est du factuel. Maintenant, c'est au peuple de le déraciner. Parce que si vous ne le déracinez pas, même la personne la plus honnête aura énormément de chances d'être tentée et pire, de céder à la tentation de ce système. Et donc, il sera simplement là pour perpétuer ce que vous avez fait un effort monstrueux à éliminer. Donc, il faut que le système change. Quand on parle de système, les gens pensent au gouvernement. Non, il ne s'agit pas de gouvernement, il s'agit de la mécanique qui a permis à ce gouvernement de faire tourner le népotisme, le favoritisme ethnique, les détournements, les blanchiments, etc. Tout ce schéma, toute cette configuration doit être revue de sorte à pouvoir être contrôlé dorénavant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent au contrôle du peuple, ça échappe même au contrôle d'une quelconque forme. Tu penses que c'est au peuple de contrôler ce genre de pratique? Non, c'est au peuple de mettre à ces postes-là des gens qui devront rendre des comptes. Des incorruptibles? Pas spécialement des incorruptibles, mais des gens qui auront l'obligation de rendre des comptes, en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une position où nos gouvernements ne nous rendent pas des comptes sur les dépenses effectuées. C'est-à-dire que c'est eux qui décident de tout. Ils ont une idée, ils font, peu importe les milliards que ça va coûter, on s'en fout de vous, en fait. S'ils décident demain de construire un stade, ils vont construire un stade. Même si c'est pas la priorité nationale, ils vont le faire. Il n'y a pas ce système. En fait, la démocratie en Afrique, on la condamne souvent, mais elle n'est pas appliquée telle qu'elle est définie sur le papier. Parce qu'on se retrouve avec un gouvernement qui monopolise le pouvoir et il décide de tout au nom du peuple. Mais non. Justement, tu en parles à travers cette vidéo, tu dis, alors, selon toi, très peu d'Africains comprennent vraiment celui qu'ils combattent. On ne peut pas vaincre ce qu'on ne comprend pas. Pour toi, les Africains ne comprennent pas leur dictateur? Ils comprennent pas la dictature. Ils comprennent pas les mécanismes de la dictature. En fait, moi, je me suis retrouvé à discuter avec des gens qui ne savaient pas que leur président obéissait à des stratégies. Ils pensaient qu'il était juste naturellement mauvais et que c'est par pure méchanceté qu'il va diviser le peuple ou l'armée. En fait, qu'il n'y a pas forcément de plan derrière. C'est là que tu te rends rapidement compte que, tu sais, quand tu comprends un dictateur, vraiment, quand tu comprends le dictateur, le système, etc., tu ne feras pas de live sur TikTok pour crier ta colère. Ça ne sert absolument à rien. Tu vas t'époumoner, lui, il va dormir le lendemain. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, quand je tombe sur des activistes qui mobilisent des centaines de viewers pour ensuite déchaîner leur colère parce que un tel a été arrêté ou un tel a été abusé ou un tel a été envoyé en exil, c'est bien d'être fâché. Mais ça, on garde ça pour soi. La colère, c'est une émotion qui doit servir un intérêt beaucoup plus stratégique. C'est pas quelque chose que tu vas libérer comme ça dans le vent sur TikTok. Si tu veux te fâcher, c'est soit tu penses que la colère est mauvaise conseillère en pareilles circonstances? C'est pas mauvaise conseillère. En fait, imaginons que toi et moi, on décide de... Là, en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a le clash entre Djidibé et Imra, pour ceux qui connaissent. Imaginons que là, Imra, il va sortir un nouveau son où il va clasher... j'ai dit quoi? Imaginons que Imra sorte un nouveau son, il va clasher Djidibé, et que Djidibé se mette
à faire un live où il va exprimer sa colère, qu'il est fâché et même il pleure parce que ce qui a été dit dans cette chanson lui fait mal. Quelle image ça renvoie? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu es en confrontation avec le dictateur. Tu as décidé de faire de lui ton ennemi, tu pars en bataille. Le monsieur t'observe. Il va emprisonner un de tes amis. Toi, tu viens sur les panels, tu commences à pleurer, tu commences à te fâcher. Qu'est-ce que tu crois que ça va lui faire? Il va culpabiliser parce que tu es fâché. Il s'en fout. Au contraire, il vient d'avoir la confirmation qu'il a touché là où ça fait mal. C'est ça l'objectif dans une bataille. J'essaie de te déstabiliser. Si je me mets en clash avec toi, on commence à faire des sons. Comme Imre et Didibé, l'objectif c'est de déstabiliser l'autre, de le faire craquer. Et si tu craques, garde ça pour toi. Ne viens pas faire un live où tu vas montrer ça, c'est un aveu de faiblesse, ça ne se fait pas. C'est comme toi, tu prends ma femme, et moi je fais un live, je commence à pleurer parce que oui, il a pris ma femme et tout, mais il n'y a aucune stratégie là-dedans. C'est pas pertinent. Un soldat sur le champ de bataille, même s'il a été blessé dans le pied, il ne va pas pleurer devant la personne qui l'a blessé. Tu vas te cacher loin, je sais pas, tu trouves un endroit où tu cries ta douleur, mais devant ton ennemi, jamais tu montres que tu as été touché. Jamais tu montres qu'il a fait quelque chose qui a réussi à t'affecter. Tu penses que les différents et nombreux activistes qui pilulent sur TikTok notamment n'adoptent pas la stratégie idoine quand ils vocifèrent leur haine à l'égard du dictateur? C'est pas la bonne stratégie, ça? Alors, je n'ai pas fait tous les activistes. Vas-y, franchement, on est entre nous. Je n'ai pas fait tous les activistes, je ne les connais pas tous, mais encore une fois, crier sa colère sur les réseaux sociaux, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Parce que moi, en tant que dictateur, je vais faire des choses. Et mon objectif, c'est de voir qu'est-ce que ça t'a fait. Est-ce que j'ai réussi à te toucher? Est-ce que j'ai réussi à vous déstabiliser? Est-ce que votre mouvement en a pris un coup? C'est ça que je vais essayer de savoir. Si vous restez silencieux, je suis dans le doute. Je ne sais pas. Des fois même, je vais te surestimer en me disant mais ça, ce que je lui ai fait, c'était quand même violent, mais il n'a pas réagi. Ça veut dire qu'il est plus fort que ce que je pense. Alors que des fois, ça t'a touché. Mais juste, tu pleures en coulisses. Mais vous venez devant la caméra, vous jacassez, vous vous énervez, etc. Vous croyez... Le dictateur, c'est un stratège. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est de la politique. Quand vous entrez dans une bataille politique, sachez respecter les codes de la politique. C'est aussi simple que ça. Vous voulez faire une lutte, luttez, mais respectez les codes d'une lutte. Parce que la lutte, c'est comme ça que vous l'appelez, mais c'est une guerre. Et à la guerre, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On est là, on fait les choses, etc. La colère, elle est importante. Si et seulement si, elle va vous aider à galvaniser tout un peuple. Mais une colère juste pour passer le temps et tout le monde va dormir et le lendemain, on fait un autre live, il faut parler d'autre chose, c'est une perte de temps totale. La colère, elle doit s'exprimer de façon palpable. Il faut que derrière cette colère, on ait des rassemblements massifs. Elle doit être dégagée sur le territoire, sur le terrain, là où doit avoir lieu la révolte. Voilà, qu'il y ait une révolte, etc. Mais c'est pas tu fais du bruit sur TikTok et tout le monde va dormir, le lendemain on a oublié ce que tu as dit hier. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Si tu es touché, fais ça pour toi. Pour moi, un activiste, ça doit montrer l'exemple, en fait. Un activiste doit... C'est comme un général d'une troupe armée. Il est là pour montrer l'exemple. Un leader... d'esprit, en fait. Tu dois rassurer ta troupe. Mais si toi, tu es touché, qu'est-ce que tu vas dire au peuple qui va être réconfortant? Rien du tout. Parce que les gens montent sur vos lives pour recevoir de la force, pour être encouragés. Ils arrivent, ils vous entendent couiner, Fort, c'est un psychopathe, on s'en fout. On s'en fout de ce que tu penses de Fort. On est là pour la bataille. Définissons des stratégies. Si tu trouves qu'il est fou, ça c'est ton problème. Ça va rien changer à la chose en fait. Voilà. Toi, c'est une sorte de dispersion. C'est live. C'est normal d'avoir des émotions, mais les émotions, on les garde pour soi. Jamais de la vie, jamais vous verrez, même après 3 mois de révolte, jamais vous ne verrez le président Fort venir vous dire
vous m'avez fait peur, vos manifestations m'effraient. Jamais il va le faire. Même le président malgache qui a fui le pays, il n'a pas montré qu'il était terrifiant au point de vouloir fuir. Il a simplement pris ses valises, il est parti. Mais il a pas fait de live là-dessus. Il ne s'est pas présenté devant les médias. Il y a des choses qu'on ne montre pas dans une bataille politique. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Le président a eu peur au point de vouloir quitter son propre pays. Mais il ne l'a pas montré. Parce que c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, on ne montre pas certaines choses. Je sais pas comment vous expliquer. Fem, tu avais une question. Monsieur Mani, en fait, le cas du Togo, c'est un cas tellement atypique que beaucoup de personnes ne savent pas comment le régime togolais fonctionne. D'abord, pour parler des colères exprimées sur TikTok envers ce régime, parce que ce régime n'a donné aucune autre possibilité à la population togolaise sur le terrain de pouvoir s'exprimer. Du moment où TikTok sur le terrain est coupé, certaines chaînes sont coupées, ce qui fait que le peuple togolais ne doit pas entendre ce qui se fait sur TikTok à l'extérieur. Donc, vous voyez ce qui veut dire que le régime n'aime pas que le peuple soit conscientisé. Même si nous sommes ici en train d'afficher notre ras-le-bol vis-à-vis de ce régime, je peux vous dire et je peux vous rassurer que ça a touché ce régime dans son fort intérieur, de sorte que le TikTok concernant certains activistes au pays sont coupés. Et le ministre, je dirais pas le ministre, le procureur de la République est sorti pour dire que non, si, comment dit-on, vous suivez vous regardez des lives et que vous exprimez vos likes et autres là, vous êtes, passible d'emprisonnement, d'arrestation et autres. Contrairement à ce que vous dites, le régime togolais est allergique à ce qu'on parle de lui tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que c'est un régime qui aime donner de bonnes impressions que tout va bien dans son pays et que les Togolais ne savent pas, exprimer leur mécontentement et que ce sont des chiens galeux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent alors qu'ils ont, un bien vivre à l'intérieur et qu'ils sont en train de faire, une mauvaise publicité à notre encontre. Le cas le plus révélateur est quoi? Quand Amron a été arrêté, qu'est-ce qui lui a été intué? Parce que Amron était au demeurant un TikToker qui réveillait la conscience des Togolais. On l'a arrêté, on lui demande pourquoi, au lieu, comme tu es chanteur, au lieu de chanter comment les femmes trémoussaient leurs fesses et autres là, tu es là à conscientiser le peuple et comment ils t'ont à éveiller la conscience du peuple. Donc, ce qui fait que le régime togolais, quant à ceux qui conscientisent la population, non, eux, ils sont allergiques. Ils ne veulent pas que le peuple soit conscient de ce qu'ils foutent à la tête du Togo, mais à ce que le peuple tout entier soit dans l'aboutissement. Donc, raison pour laquelle, réellement, ce que vous dites, si nous sommes ici en train, d'afficher notre ras-le-bol, notre colère et autres là, c'est pour que ce peuple, un temps soit peu, comprenne réellement pourquoi nous sommes sur TikTok, pourquoi nous voulons qu'il se lève et prenne le taureau par les cornes et dire que ça suffit à ce régime. Mais malheureusement, le régime, fait en sorte que le peuple ne soit pas dans cette conscientisation ni dans l'information pour se lever. Qu'en dites-vous, Monsieur Mani? Merci. Alors, ce qui est vrai, c'est que la communication des Togolais, c'est une communication qui, pour ma part, a véritablement réussi à m'impressionner, parce que c'est l'un des rares peuples que je vois autant communiquer. Il faut savoir que j'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé au Cameroun lors des élections, et même ceux qui sont contre Paul Biya n'ont pas eu un moment de sérieux pour dénoncer, mais au contraire, ils en faisaient de l'humour. Bref, l'Afrique centrale, pour moi, c'est de la folie.
Si je m'intéresse autant aux Togolais, c'est parce que j'apprécie votre volonté de changer les choses et je vois un peu comment vous essayez de vous organiser. Donc moi, je soutiens la cause togolaise. Et j'avais fait une vidéo par rapport à la décision du procureur. J'en avais fait deux. J'avais fait une, Effectivement. j'avais fait une sur mon compte et j'avais fait une autre vidéo avec une autre activiste togolaise qui est justement dans le live, Aïcha Abdoulaye. Donc on avait fait une vidéo ensemble où on avait parlé de cette décision du procureur. Et cette décision prouvait effectivement que toute la communication, toutes les interactions du peuple togolais sur les réseaux sociaux a réussi à mettre un coup de pression au gouvernement, jusqu'à ce qu'ils en arrivent même à imposer une forme de censure, à définir une loi d'intimidation. Alors, je ne vous demande pas de ne plus communiquer. Je ne vous dis pas que la communication sur les réseaux sociaux est inefficace. Je dis que l'expression d'une colère, surtout venant d'un activiste, c'est quelque peu mal utiliser le temps et l'attention qui lui est accordé. Un activiste, c'est un leader. Il est censé être stratégique, c'est lui qui montre le chemin. C'est comme le général d'une troupe sur un champ de bataille. Il est là pour donner la stratégie. Lorsque ça se complique, c'est à lui de réadapter les choses, de dire comment est-ce qu'on doit se comporter. Le peuple peut se permettre de jacasser, mais l'activiste doit garder la tête froide. C'est un peu la même histoire entre Moïse et le peuple hébreu qu'il a sorti. C'est qu'à un moment donné, ils ont rencontré des difficultés, le peuple se plaignait et c'était à Moïse de trouver des solutions. C'est ça un activiste. C'est à toi de trouver des solutions, c'est à toi de nous guider. Et ce n'est pas à toi, tu n'as pas la légitimité de venir craquer devant le peuple. Comme un père de famille ne peut pas pleurer devant ses enfants, même si c'est difficile, boude dans ton coin, pleure dans ton coin, mais quand tu es face à tes enfants, tu dois leur donner de l'espoir, leur montrer que tout est sous contrôle. C'est ce que doit faire un activiste. Montrer le chemin, rassurer les gens, réanimer la flamme du combat. Donc ce que je condamne, ce n'est pas la communication, c'est la libération de certaines émotions qui ne servent pas l'intérêt. C'est le contenu. Oui, ça ne sert pas l'intérêt. Tu peux t'énerver, mais assure-toi stratégiquement que cette colère que tu dégages sera suivie d'une mobilisation qui réussira à transformer cette colère-là en quelque chose de palpable. Donc, Tavio, pour répondre à ce que tu as dit, la communication sur les réseaux sociaux, c'est une bénédiction. Le simple fait que les Togolais aient ce courage de filmer les hôpitaux, de filmer les écoles dégradées, de filmer les marchés catastrophiques, c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, ça met à nu une réalité que le gouvernement veut cacher. Et si vous savez que le gouvernement togolais s'appuie justement sur sur ce fait de vouloir montrer à l'opinion internationale que le pays est clean, n'hésitez surtout pas à insister là-dessus parce que c'est une façon d'attaquer le système. Ça fait partie justement des choses que j'essaie d'expliquer plus tôt. C'est que vous devez comprendre le système. Là, sans même vous en rendre compte, vous avez compris une force, c'est-à-dire un point important pour le système. Pour lui, son image à l'international est importante. Et donc, vous vous attaquez ce point-là en montrant des choses contraires à ce que lui, il veut montrer. Donc là, vous êtes en train déjà de batailler. Ça, c'est une bonne chose. À l'inverse, il faudrait que vos activistes soient déjà beaucoup plus instruits parce que c'est à eux de transmettre la stratégie. Et si jamais ils ne sont pas instruits, c'est à vos activistes d'intégrer des stratèges dans le combat. Mais il n'y a pas de révolte stratégique sans stratège, ça ne se fait pas. Donc, si vous partez du principe que pour faire tomber fort, il faudra utiliser des stratégies extrêmement solides et pertinentes, parce qu'il faudra, voilà, que vous le vouliez ou non, il y a une grosse différence entre Faure au Togo et le président malgache. C'était pas le même level. Il faut savoir que le président malgache, c'était, à l'époque, quelqu'un qui dénonçait le système qui était en place. C'était quelqu'un du peuple, qui s'est battu pour faire basculer le régime, c'est-à-dire que pour changer les choses. Il dénonçait la corruption, les abus de pouvoir, les détournements de fonds. Il dénonçait, il a pris le pouvoir et lui-même il l'a fait. Il n'était pas un corrompu, il a fini par être corrompu. Le pouvoir corrompt, le pouvoir transforme, l'homme se découvre. Donc lui-même essaie de découvrir une nouvelle facette une fois qu'il est arrivé au sommet du pouvoir. Bref, il y a une grosse différence entre ce président-là et le président Faure. Le président Faure
a vu son père gérer les choses. Il a compris les stratégies. En fait, il a été aux premières loges et je pense que papa a bien fait de tout enseigner à son fils puisqu'il avait déjà prévu de céder le pouvoir à celui-ci. Donc, il y a toute une éducation qui a été donnée. Le monsieur qui vous gouverne aujourd'hui, c'est un stratège. Ne vous fiez pas à sa jeunesse. Il n'a pas l'âge de Paul Biya, mais il a le potentiel nécessaire pour vous mener la vie dure dans une bataille. Ainsi donc, il faudrait que chacun soit stratégique, que chacun s'arme de connaissances et de tactiques afin de rivaliser avec quelqu'un comme ça. L'émotion ne suffira pas forcément. Donc c'est ça que je dis. Mais sinon, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, il faut que ça continue à se faire. C'est seulement la façon dont les choses se font qui doit être un peu retravaillée. Alors, oui, le système auquel tu fais allusion depuis plus d'1 heure maintenant, il est important quand même de le mettre à nu, ou en tout cas d'en parler. Le système, il est très simple au Togo, et je crois que c'est le même système qui sévit partout en Afrique francophone. Hein. Ce système-là que nous dénonçons à travers la lutte que nous menons, c'est le fameux système de la France-Afrique. Et pour ce faire, et pour avoir des zones de véracité, hein, de vérité, il y a des œuvres qui sont là, qui expliquent très bien le fonctionnement, le processus et la façon dont ce système est géré, ce fameux système qui n'a de nom que la France-Afrique. Et nous rappelons que l'œuvre incommensurable qu'a laissé François-Xavier Verschave de la France-Afrique, ou du moins la France-Afrique, le plus grand scandale de la République, disponible en PDF sur Internet. Après lecture de cette œuvre, vous comprendrez un petit peu mieux c'est quoi le système auquel fait allusion notre cher frère Mani Congo depuis tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a un système qui existe dans ces pays de la France Afrique, et ce système est très bien détaillé, très bien inscrit et republié dans cette œuvre, la France-Afrique, le plus grand scandale de la République. Il y a aussi de la France-Afrique à la mafia-Afrique, toujours du même auteur, qui explique encore un peu plus en profondeur quel est le système mafieux qui a été instauré dans tous ces anciens pays colonisés par la France. Cher frère Mani Congo, tu penses aussi que le courage ne suffit pas dans la lutte contre une dictature? Pourquoi et que faut-il d'autre à part le courage? Alors, ça dépend. Moi, je pense que dans une lutte, on a quand même deux catégories de personnes. Du côté du peuple, en tout cas, donc on a le peuple en lui-même et on a les leaders du mouvement, donc les activistes, si on doit les englober là-dedans, on va avoir des activistes et le peuple en lui-même. Le peuple a besoin de courage. Les activistes ont besoin de courage et de stratégie. C'est un impératif. Parce que malheureusement, lorsque la stratégie n'est pas au rendez-vous, ce qui a manqué par exemple au Malgache, c'est qu'on est rapidement victime de récupération politique. Aujourd'hui, la situation à Madagascar prouve indéniablement que la révolte a été maîtrisée par le système. La révolte a été avalée. J'ai essayé de faire une vidéo là-dessus, mais je pense qu'elle mérite d'être retravaillée parce que il y a des choses qui sont claires dans ma tête, mais des fois, je n'arrive pas à les exprimer aussi clairement. Mais Madagascar a été victime de récupération politique. C'est-à-dire que, à un moment donné, le système va vous envoyer des leaders, des solutions, puisque le système va rapidement se rendre compte que tout ce que le peuple veut, c'est un changement de visage. Alors, offrons-leur un visage. En vous offrant un nouveau visage, mais les coulisses n'ont pas, les racines n'ont pas changé. C'est ce qu'on constate à Madagascar. Depuis que le président est parti, la vie n'est pas meilleure. Au contraire, les plaintes s'accentuent. La génération Z se sent même délaissée par le régime actuel. Rien n'a changé.
si ce n'est le nouveau visage. Donc la stratégie des activistes est censée permettre aussi de contrecarrer ça. Mais déjà pour le contrecarrer, il faudrait que les activistes soient conscients de cette éventualité. C'est pour ça que je dis qu'il faut des activistes instruits, des gens qui s'y connaissent véritablement en politique. Il n'y a pas de problème à venir de l'univers de l'informatique, de la musique ou de l'écriture. C'est pas un souci, ça. Mais il faut qu'une fois que tu es dans la lutte et que tu arrives à avoir une position assez importante dans cette lutte-là, il faut que tu Tu formes. penses que la lutte a besoin d'intellectuels? Oui, bien sûr. La question ne se pose pas. C'est impératif. On entre dans une guerre stratégique, il faut des stratèges. C'est soit vous devenez stratège, soit vous intégrez des personnes stratèges. Mais dans tous les cas, il faut des personnes stratèges dans la lutte. Il faut des gens qui savent se battre avec le cœur. Il faut des gens qui savent motiver des troupes, qui savent galvaniser, donner de l'espoir. Il faut de tout. Mais il faut des stratèges aussi. On va essayer d'en trouver. Si tant est qu'ils sont parmi nous, ils peuvent se faire connaître afin de nous aider à sortir de cette ornière. Problème, Combien de temps encore nous accordes-tu, cher frère Mani Congo? oh, juste laissez-moi aller faire un pipi et je reviens. Ok, alors dans ces cas-là, ça sera notre troisième intermède, notre troisième pause musicale, et toujours en l'honneur de notre invité, un nouveau morceau de Gibran Alcocer, IDEA 22. Bonne écoute, on se retrouve juste après. Magnifique morceau de Gibran Alcocer, Ça au moins, IDEA ça au moins 22. tu connaissais, quand même. Comment? Ça au moins tu connaissais, non? Non, Une mélodie je de découvre. l'air qui est souvent reprise sur les réseaux sociaux. Ah, tu mets souvent ces morceaux? Non, non, moi je mets Sur pas, tes- mais il y a pas mal. Tu mets pas de musique, hein? Non, souvent les comptes TikTok qui font des vidéos de motivation ou des vidéos un peu tristes, ils utilisent souvent cette chanson-là pour. C'est un son assez populaire quand même. C'est bizarre, oui, il y a que moi qui écoute des chansons comme ça. Wow, je suis seul là. Non, moi je suis un friand aussi de la musique classique. J'aurais dû proposer à Rafat alors. C'est très bon. J'ai l'habitude de demander à nos invités leurs recommandations en fin d'émission pour nous aiguiller aussi vers leur style de lecture, hein, de roman et pourquoi pas de musique aussi. C'est le cas avec toi. Tu aimes Gibran Alcocer, et on sait maintenant pourquoi. Alors, les activistes, on en a déjà beaucoup parlé. Tu dis que un réseau d'activistes s'est créé sur les réseaux sociaux, courageux, passionnés, sincères, selon toi, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas les fondations du système qu'ils veulent abolir. Peux-tu nous développer ce que tu entends par là? Et tu as fait aussi une catachèse, une métaphore, hein, une analogie, bref, une figure de style avec les racines d'un arbre. Donc, ça va revenir un peu à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que, vous savez, la meilleure façon de combattre quelqu'un, c'est de connaître cette personne-là, de connaître quelles sont ses armes. Ça vous permet aussi de vous préparer, c'est-à-dire que vous ne vous préparez pas de la même façon pour aller combattre quelqu'un qui a une machette que celui qui a un sniper ou simplement un AK-47. En fait, il faut étudier l'adversaire.
Je suis quelquefois étonné de devoir le dire parce que c'est des choses qui me semblent quand même assez logiques. Tu peux pas combattre quelque chose que tu ne comprends pas. Si je te demande d'aller combattre un sorcier, tu seras rapidement perdu puisque déjà, enfin, normalement, tu ne t'y connais pas en sorcellerie, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, tu auras du mal à combattre un sorcier. Bon, le chrétien va dire, je vais prendre ma Bible et tout, mais ce que je veux dire, c'est que si tu dois combattre un sorcier selon ses codes à lui, selon les règles de son domaine, à lui, tu seras perdu. Et la politique, c'est pas votre domaine. Le président du Togo, il est plus connaisseur de cet univers politique que vous. Et donc, vous devez comprendre les codes. Vous devez comprendre les règles d'une lutte en politique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et ensuite, il faut analyser votre cible. Comprendre ses appuis. Qu'est-ce qu'il pourrait potentiellement faire en dernier recours? Est-ce qu'il va demander à une milice quelconque, à des mercenaires de venir en renfort si jamais l'armée lui tournait le dos? Est-ce que c'est la France qui viendra l'aider si jamais l'armée lui tourne le dos? Est-ce que c'est l'ONU qui enverra une armée pour le défendre? Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer de comprendre parce que vous ne devez jamais être surpris. On pense naïvement que l'armée, si elle venait à changer de camp, le combat est fini. Non. On peut le penser, il y a une certaine logique à réfléchir comme ça, mais il y a aussi une forme de naïveté à penser comme ça simplement parce qu'on ne sait pas quel est le joker du président. Comment dire, se dire qu'il ne compte que sur son armée, mais en vérité, si ça se trouve, il y a des mercenaires qui sont aux aguets quelque part, qui n'attendent que son signal pour venir combattre l'armée dans la mesure où cette armée venait à se retourner. En fait, c'est à tout ça que je fais allusion quand je dis qu'il faut connaître le système, le dictateur, ainsi que ses appuis. Parce que ce sont ces appuis-là qui font son orgueil. Il sait sur quoi il compte. C'est comme un salarié au sein d'une entreprise qui a déjà une promesse d'embauche ailleurs. Lorsqu'il commence à gueuler sur son patron, il sait sur quoi il compte. Il sait que si tu me licencies maintenant, j'ai autre chose là-bas. Donc lorsque le dictateur vous prend de haut, sachez qu'il a des assises. Il y a des choses qui vont le donner ce courage d'emprisonner des gens, de torturer ces personnes en prison. Il se sent invincible? Oui, ils se sont invincibles, mais il y a des raisons derrière. Il faut savoir que cette arrogance, stratégiquement, n'a pas de pertinence si elle ne se fonde sur rien. Lorsque tu n'as pas de joker, tu es modeste. Tu essaies de ne pas trop énerver le peuple. Mais lorsque tu commences à balancer des lois sur la surveillance des réseaux sociaux et que tu enfermes X, que tu permets à un tel d'être abusé en cellule, c'est que tu sais que peu importe le niveau de colère de ce peuple-là, si jamais il y a une confrontation, tu as des cartes en main, tu as des jokers. C'est toutes ces choses qu'il faut analyser, comprendre et essayer de combattre. Donc tu penses que ces choses-là que tu décris à travers justement ce poste, ce sont des aspects auxquels le peuple doit être, comment dirais-je, informé? Ce sont des points sur lesquels le peuple doit réfléchir. Mais moi, je n'ai pas la prétention de donner une orientation réelle au peuple togolais parce que je n'ai jamais pris le temps d'étudier le système togolais, je n'ai jamais pris le temps de sérieusement étudier le président togolais. Il faut avoir plus de connaissances que moi sur la gouvernance togolaise pour pouvoir définir des angles d'observation. Chaque régime a ses propres codes, chaque dictateur a ses propres soutiens, ses propres points d'appui, etc., etc. Donc, à partir de cet instant, il n'y a plus de stratégie générale. C'est une stratégie qui va être personnalisée en fonction de la personne qui est combattue. Bien sûr. À travers ma pensée, bien évidemment, mes questions, elles sont tournées plus vers la situation au Togo, parce que je sais que tu as fait quand même quelques postes, donc tu es un tant soit peu informé à un niveau qui puisse te permettre de te prononcer, quand bien même que tu n'aies pas d'idée
arrêtez, hein. Je sais bien qu'à travers tes posts, tu es plutôt dans un ordre généraliste que dans un ordre indexé. C'est-à-dire que tu ne parles pas d'une dictature au détriment d'une autre. Tu parles des dictatures, tu parles des dictateurs, et il y a bien évidemment des nuances, des différences d'une dictature à l'autre. Et je pense que fondamentalement, c'est le sujet qu'on a abordé un peu plus en arrière, c'est que est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre la dictature existante et en vigueur depuis 58 ans au Togo et des gens que peut-être toi tu verrais comme des pseudo-dictateurs, des gens comme les dirigeants de l'AES. À partir du moment où on arrive à créer ou à avoir une disparité entre les dictatures et les dictateurs, comment peut-on dire que ils sont les mêmes? Ben, alors, je connais pas la religion de tout un chacun, mais je sais que chez les chrétiens, par exemple, on dit qu'il n'y a pas de petit péché. Un menteur est un pécheur au même titre que un meurtrier. Il n'y a pas de petit péché. Et donc, même principe pour les dictateurs. À partir du moment où on a un monsieur de l'AES qui va se mettre à censurer, à marcher sur certains droits fondamentaux, pour des raisons qui peuvent être justifiées ou pas, peu importe, à partir du moment où tu commences à réprimer, tu es dictateur. Même si ça ne fait pas 100 ans que tu es au pouvoir, tu es dictateur. Même si derrière tu as créé des routes ou même si tu as créé la première fusée africaine, on s'en fout, tu es dictateur. Moi, j'aime nommer les choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des sentiments, ils ont de l'affection pour X ou Y, Z. Moi, je n'ai pas du tout ça. Brahim Traoré, il censure, il muselle, il emprisonne et il y a des gens qui sont envoyés de force sur le champ de bataille parce qu'ils ont osé remettre en question cette fameuse guerre avec les terroristes. Donc, une simple question, tu me prends, tu m'envoies sur place. Que j'aille faire la guerre, moi, un civil, simplement parce que j'ai questionné. Et à la sortie, on doit dire que cet homme est un saint homme. Non, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, hein, ces apparitions, parce que je l'ai dit au début, c'est un très bon communicant. Il sait dire ce que les gens veulent entendre. C'est bien. Un homme politique doit Tu savoir. crois qu'ils sont dans la propagande, les dirigeants de l'AES? Je crois, c'est de la propagande. Il n'y a pas de je crois, c'est factuel, c'est de la propagande. Tout ce bruit-là, c'est de la propagande. Ça marche. Et c'est bien, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que les Africains, on arrive à un point aussi où ils arrivent à avoir un élan d'espoir en quelque chose. Parce que, à force d'avoir les vieux dinosaures qui sont au pouvoir, on finit par croire que noir c'est noir, foutu c'est foutu. Mais on a une nouvelle génération, c'est des jeunes, ils ont envie de bien faire, etc. Ça redonne de l'espoir. Mais derrière, il ne faut pas essayer de porter un masque qui n'est pas le tien. Parce que là, tu viens et tu fais exactement ce que tu prétends vouloir combattre. Non, ça marche pas. Il y aura toujours des gens qui verront clair et qui dénonceront. Même si on sera étiqueté, ça reste du factuel. Je ne dis pas qu'Ibrahim Traoré n'a jamais rien fait de bon. Je dis simplement que ce n'est pas le petit frère à Jésus. Voilà. Donc, il a ses forces, il a ses faiblesses. Ok, mais est-ce qu'on peut les taxer comme d'autres, par exemple Alassane Ouattara, qui est là depuis, je crois, ça va faire 15 ans, et qui va rester encore 5 ans, donc il aura fait 20 ans, alors qu'il devait en faire que 2, qui lui est vraiment assis sur un système, et c'est le système qui le porte à être là où il est et à être ce qu'il est, au même titre que Paul Biya. On peut légitimement penser que lui aussi est assis sur ce système qui lui permet lui aussi d'être là malgré ses 7 mandats successifs. Là, il en a un 8e qui a démarré.
Et à côté, Faure Gnassingbé, qui lui aussi est là depuis 20 ans et qui lui aussi est assis sur un système qui lui permet d'être ce qu'il est. Et de l'autre côté, des gens de l'AES qui sont là pour le plus vieux d'entre eux depuis 4 ans, je crois, et le plus jeune qui a 2 ans, Ibrahim Traoré de pouvoir, qui eux n'ont pas d'assises sur ce système-là. Peut-on dès lors les comparer à telle enseigne de les nommer aussi dictateurs? Patriote, ça serait pas un bon terme, plutôt? Mon cher Messad. Et je veux pas te faire dire ce que tu veux pas, hein. Non, C'est je vais juste dire, une question. T'inquiète. Je vais dire. C'est pas que je Parce que, enfin, excuse-moi, pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, on a les dirigeants de l'AES, notamment en tête Ibrahim Traoré, qui s'investit beaucoup dans le développement de son pays. On le voit effectivement régulièrement. Il parle souvent à son peuple. Il parle beaucoup aux journalistes, parce qu'il relaie justement sa parole. Et celui qui veut montrer que son pays est en train de changer, qui vante les mérites de son pays, qui rappelle les gens de la diaspora à rentrer participer à l'effort national. Moi, je verrais plutôt des signes avant-coureurs d'un patriotisme exacerbé au détriment de dictateurs. Je vais aller encore une fois dans un exemple assez vulgaire, hein, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qui vous choquerait entre une fille de 8 ans qui se prostitue et une femme de 30 ans qui se prostitue? Qu'est-ce qui est choquant? Sachant que l'activité reste la même. Qu'est-ce qui est choquant derrière? Dites-moi, monsieur. Non, moi je peux pas répondre à cette question. Je suis obligé de l'éluder parce que dans les 2 cas d'espèce, il y a de quoi nous choquer en fonction de notre moralité. Mais ça, c'est un sentiment personnel et il peut varier d'une âme à l'autre. La plus jeune sera celle qui choquera le plus grand nombre de personnes. Parce que comme c'est dit en commentaire, 8 ans c'est grave. De la même manière, il est moins choquant, il est plus choquant de voir quelqu'un qui, en 3 ou 4 ans, fait déjà des choses aussi graves dans son pays. En quelque temps, en aussi peu de temps, tu fais déjà ce que tes anciens font. Tu peux pas te présenter comme un saint. En 3-4 ans, il y a eu des disparitions, des tortures, des censures, il y a tout. En aussi peu de temps. C'est grave. L'état dans lequel est le pays n'explique peut-être pas ces Effectivement. actes ou ces survenances que on placerait comme une dictature. Bon, on rappelle que l'exercice qui a participé à envoyer des journalistes au front, ils n'étaient pas non plus les armes à la main en train de tirer. On leur a montré ce que c'était que d'aller au front. Ils ont vu. Ça a servi de leçon. Moi, je pense que c'était une séquence pédagogique, on pourrait dire. Est-ce que tu es dans des groupes Telegram sur l'actualité du Burkina Faso? Je suis ce qui se passe dans les pays de l'AES et je suis pas d'accord forcément avec tout, Maki Congo. C'est pas ça la question. C'est comment, en fait, moi j'arrive pas à me dire que on peut mettre sur le même pied des gens comme Ouattara, Biya et Faure Gnassingbé et de l'autre côté les dirigeants de l'AES. En fait, cette image-là, j'arrive pas à me la reproduire. Alors, si c'est ça, à ce moment-là, je ne suis pas la personne avec qui tu vas avoir la discussion. Parce que moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je sens dans tes arguments de défense beaucoup d'amour pour l'AES et beaucoup de foi dans ce qu'ils essayent de faire. Moi, je suis pas dans ça. Non, c'est juste une approche, une analyse que moi j'ai. On a discuté du Togo.
On a parlé de fort, on a parlé de ton pays. À aucun moment, j'ai senti autant d'attachement pour le Togo par rapport à ce que je vois dans ta voix, ce que j'entends dans ta voix par rapport à l'AES et d'Ibrahim Traoré. Tu es plus choqué de comment on le définit que de ce qui se passe dans ton pays. Donc, Non, mais fort, je le connais. J'ai plus de, comment dirais-je, de sentiments ou de réprobation à porter. Le système sur lequel il est assis, j'en parle ici pendant des heures. Ça m'a valu des insultes. Donc, il n'y a pas à avoir un état d'esprit autre que celui que j'ai à l'égard des dirigeants de l'AES qui sont aujourd'hui quand même des gens qui sont qui font la fierté quand même de beaucoup de nègres. alors, on va aller dans le droit. C'est pas parce que tu as fait du bien dans ta vie que cela légitime le mal que tu as fait. D'accord? Le bien ne légitime pas le mal que tu as fait. Imaginons que je fasse du mal à ta femme, ou même, pourquoi pas, à tes enfants. J'arrive, je leur ôte la vie. C'est grave, je sais, mais je suis désolé, il faut qu'on aille dans cette direction. Que tu comprennes bien. Tu es dévasté, ta femme n'est plus, tes deux enfants ne sont plus. Arrivé devant le juge, le jour de mon jugement, bah, je dis en fait, mais monsieur le juge, voyez, moi, c'est vrai que j'ai fait ce que le monsieur dit, mais j'ai créé des orphelinats. J'ai construit des hôpitaux, bref, j'ai fait des donations, etc. J'ai été un homme charitable. Voilà, j'ai fait des bonnes actions. Et qu'à la suite de tout ça, on me libérait. Simplement parce que j'avais aussi par moments bien agi. C'est vrai que j'ai fait mal, mais j'ai aussi parfois bien agi. Et cela suffit à me rendre libérable. Tu ne seras pas heureux. Parce que, peu importe le bien, le mal doit aussi être pris en compte. Mais vous êtes dans un culte de la personnalité qui fait que vous essayez de légitimer toutes les imperfections de l'AES. Dès qu'il y a un reproche, il y a automatiquement un argument pour essayer d'équilibrer les balances. Vous avez un parti pris. On va pas aller dans ce sens. Je pense, mon cher Messan, je te fais confiance. Je sais que tu as d'autres sujets, il y a d'autres questions. Si tu veux, on avance. Mais là-dessus, je ne débattrai pas. Pas de débat. Moi, je pose juste des questions. Et ma question, c'est de savoir comment est-ce que on peut arriver à comparer des gens qui sont là depuis plus de 15 ans, qui sont assis sur un système qui est bien huilé et qui, au demeurant, n'apporte aucun bienfait à leur population, et de l'autre côté, mettre sur le même pied d'autres personnes qui, elles, essayent de faire quelque chose, combien même que tout ne soit pas parfait. J'ai jamais dit que c'était parfait. On part juste du factuel. J'ai une question pour toi. Combien de temps est-ce qu'il te faut pour toi? Combien de temps est-ce que tu veux qu'on attende pour pouvoir nommer une personne dictateur si on coche les cas? Il n'y a pas de temps à attendre. C'est en fonction des actes que la personne, elle pose quand même. Mais la personne pose des actes qui nous poussent à la définir comme dictateur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas reformuler. Ok, non, moi, ça me pose pas de problème que tu le vois comme ça. Ma question encore, c'est de voir quelle est l'unité de mesure pour des gens qui sont là depuis 20, 30 ans et plus, et des gens qui sont là depuis 3, 4 ans. Il n'y a pas d'unité de mesure. Tu ôtes la vie à une personne, tu es tout autant meurtrier que celui qui a ôté la vie à 100 personnes. Tout à fait. J'ai pas de barème. Tu as menti une fois, tu es menteur, comme celui qui a menti 1 million de fois. Tu es menteur. Un péché, 1000 péchés, vous êtes des menteurs, vous êtes des pécheurs. En fait, c'est un fait. Quand tu coches la case, tu prends le statut qui va avec. Voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me va très bien. Alors, est-ce que un dictateur peut-il être gentil, ou en tout cas, peut-il être perçu comme tel? Parce que je sais que tu as fait un post là-dessus. J'ai dit quoi? Tu disais, par moment, en fait, c'est ta façon de décrire. Donc,
la personnalité du dictateur, ce qu'il peut faire par moment pour contenter une personne de telle ethnie comparée à une autre, et après inverser, choisir une autre personne d'une ethnie pour créer justement une espèce de je vous ai tous à l'œil. Et d'un autre côté, il veut être perçu comme quelqu'un de bon, en fait, chez tout le monde. Il veut être vu comme celui qui est gentil avec toutes les ethnies, parce qu'il choisit différentes personnalités pour former son cercle. Ceux qui sont tout le temps ministres, il choisit des gens de différentes ethnies pour les mettre en compétition quelque part, mais tout en se disant qu'ils vont tous l'aimer, puisque il contente tout le monde. Et je te demande, est-ce que un dictateur peut-il être gentil, ou en tout cas peut-il être perçu comme tel? Un dictateur peut être perçu comme gentil. Est-ce qu'il est réellement gentil? Factuellement, ça ressemble à de la gentillesse, mais c'est calculé, c'est stratégique en fait. Mais ça reste de la gentillesse en apparence. Mais c'est plutôt le résultat d'une stratégie bien réfléchie. Idi Amin Dada, on l'appelait Papa Gentil, par exemple. C'était son petit surnom, parce que il était un peu gros, on dirait un papa ours. Voilà, il avait ce côté inoffensif. Mais comme tu l'as dit au début, c'est l'un des gars les plus sanguinaires que le pays a connu. Donc tu peux avoir cette apparence de saint homme, tu peux être aussi réellement gentil, mais ce n'est jamais de la gentillesse de cœur, c'est une gentillesse stratégique. Moi, je dis souvent que on a le choix entre se faire aimer et se faire haïr, mais dans les deux cas, c'est un choix stratégique. Il n'y a pas de hasard. Au début, on va voir des personnes qui vont arriver au poste, qui vont soit utiliser d'abord dans un premier temps l'amour comme arme de défense, donc ils vont se faire aimer pour ensuite se faire détester, et d'autres qui vont commencer par être mal aimés et travailler justement à se faire aimer. Mais dans tous les cas, l'amour comme la haine en politique ne sont que des stratégies. Aujourd'hui, par exemple, je peux te dire que Ibrahim Traoré, encore une fois, utilise une stratégie plutôt autour de l'amour, parce que cet amour pousse le peuple à être sa première armée. Et tu le vois bien que sur les réseaux sociaux, ou d'ailleurs au Burkina Faso, il faut du cardio pour pouvoir critiquer Ibrahim Traoré. Il en faut. Il n'a même plus besoin d'argumenter ni de faire sa défense. Il y a tellement de petits soldats ici et là qui le défendent que le monsieur vit tranquillement. Et si jamais Ibrahim Traoré se retrouvait à être menacé, il y a quand même pas mal de Burkinabés capables de prendre la machette pour le défendre. Donc la stratégie de l'amour en cela, elle a du potentiel. Le problème, c'est que c'est assez difficile à gérer sur la durée. Parce que se faire aimer tout le temps, c'est compliqué. Rien que dans une relation de couple, des fois, ta femme, tu vas l'énerver. Des fois, ta propre femme, elle va te détester. Des fois, il y aura des fois où vraiment, tu lui plais pas. Elle te hait, elle se demande pourquoi elle est avec toi. Donc, si déjà une femme, ta propre épouse, ta propre copine, tu n'arrives pas à maintenir son amour quotidiennement, alors imagine le défi que cela représente de faire aimer tout un peuple. Donc la stratégie de l'amour, elle est extrêmement pertinente en soi, mais la maintenir, c'est un travail qui est quand même assez lent. Par contre, se faire détester, ça, c'est facile. Et t'as pas besoin d'efforts pour que ça continue. Tant que tu ne règles pas le problème, normalement, la haine, elle reste stable. À moins que tu fasses des choses pour te racheter. Mais sinon, ça reste linéaire. Et je sais plus du tout pourquoi je disais tout ça. C'était quoi la question? Je me suis perdu. Non, c'est bon, t'as répondu en partie. C'était de savoir si un dictateur pouvait être gentil, ou en tout cas perçu en tant que tel. Mais est-ce que justement le fait que un peuple soit prêt à protéger son président, on va l'appeler comme ça, n'est-il pas une bonne chose par essence? Et cela n'est-il pas aussi
une bonne image envoyée à l'extérieur? Alors, qui est censé protéger? En fait, je sais pas si le peuple togolais ou le peuple ivoirien ou camerounais serait prêt à vouloir défendre coûte que coûte leur président. Déjà, dans le schéma président-population, qui est responsable de qui? Qui est censé veiller à la sécurité de qui, en fait, dans cette équation-là? C'est le père de famille qui veille à la sécurité de sa maison et de ses enfants. C'est pas ta fille qui va se sacrifier pour te protéger toi. Donc, est-ce qu'un peuple doit se sacrifier pour protéger son président? Vous pouvez le faire, mais je ne vois pas de logique là-dedans. Au contraire, c'est le président qui doit... C'est le père de la nation, n'est-ce pas? Et t'as suivi la vague de comment ça s'appelle, d'encouragement, de solidarité du peuple nègre à travers la planète à l'endroit d'Ibrahim Traoré? C'était au mois de août, je crois, parce qu'il était wanted, hein, comme on dit par les Américains. Ils avaient mis sa tête à prix en envoyant un général en Côte d'Ivoire pour essayer de coordonner une éventuelle intervention. Et le peuple nègre, un peu partout sur la planète, s'était offusqué. Il y a eu des manifestations partout sur la planète. Tu as certainement dû voir les vidéos qui ont circulé. Ça montre quand même quelque chose. Ça dénote aussi de la solidarité à laquelle tu faisais allusion un peu plus tôt dans l'émission, où tu disais que le peuple nègre n'était pas assez solidaire, ne s'unissait pas suffisamment. Il y avait beaucoup de querelles, de tensions, et bon, moi j'ai toujours pensé que cette vague d'encouragement envoyé à Ibrahim Traoré à cette époque-là, eh ben ça participe à ça. Pour une fois que les nègres se sont levés partout sur la planète, hein, et ont manifesté une idée commune à l'égard d'un des leurs. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, et c'est sur cette image-là que je préfère voir les dirigeants de l'AES plutôt que sous la forme potentielle des gens comme Faure Gnassingbé, Alassane Ouattara et Paul Biya. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'on puisse penser aussi que non, les faits, ce sont des faits. Un dictateur reste un dictateur. Ça ne pose pas de soucis. C'est aussi une manière de voir la chose. Mais elles sont opposées, mais pas aussi éloignées l'une de l'autre en réalité. Parce que si on veut être effectivement factuel en disant que une personne qui arrête des journalistes qui auraient dit quelque chose de pas faux, mais sur un ton qu'ils auraient pas dû employer, et qui les mettent en prison, je crois qu'ils sont restés enfermés 3-4 jours, hein, ou 4-5 jours. Voilà, c'est ça a son pesant quand même de questions. Mais c'est pas grave. Alors, dans un de tes autres posts, tu as fait allusion aux élections qui sont peut-être truquées selon toi, seulement peut-être. Je sais même pas c'est quelle vidéo, Fury. Il y a des choses que tu me dis, je sais même pas si ça vient au moment de moi. Mais c'est quoi, les élections? T'as fait un post dans lequel tu parlais des élections en Afrique, et je pense que tu voulais pas jeter la pierre dans la mare. Tu as dit des élections qui sont peut-être truquées selon toi. Et moi, je te demande, est-ce que c'est seulement peut-être? Bah, peut-être parce que T'as pas de preuves. t'as pas de preuves, c'est bon ça, mais encore faudrait-il le prouver. Il faut pas venir parler dans le vent. Donc, moi, je donne toujours le bénéfice du doute, même si derrière j'ai des convictions. Mais je le dis toujours, j'ai pas créé ce compte TikTok pour partager mes convictions à moi. J'essaye. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais j'essaie de rester neutre et factuel.
bien que des fois, Oui, mais je l'ai rappelé hein, que dans tes prises de parole, tu appelais plutôt les gens à se questionner. Tu posais une question et tu disais à méditer. Ce ne sont pas des posts sur ce que toi tu penses, ton idée, ta philosophie, ton analyse. Non, c'est des posts à travers lesquels tu poses des questions aux gens qui viennent à les regarder. Il n'y a pas de prise de position où tu dis voilà ce que moi je pense. C'est des questions que tu nous amènes ou nous proposes à nous poser les uns les autres. Donc c'est aussi à travers ces questionnements que tu nous envoies que moi aussi je te retourne tes propres questions quelque part. ah, oui, c'est parfait. Donc je disais que tu as dans un de tes posts parlé des élections qui étaient peut-être truquées et je te demande est-ce que c'est seulement peut-être les urnes peuvent mentir mais les peuples ne mentent pas. C'est forcément par une révolution. C'est la vidéo où j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, là. Je sais pas si tu as nommé la Côte d'Ivoire, mais certainement, puisque c'était là où il y avait des élections, je pense, quand tu as posté le post là. Et ouais. Ok, je vois du coup de quoi tu parles. Et tu vois, tu te retrouves le post. Tu vois lequel c'est? Il y avait un extrait de Simone